Une route traverse les pluies et refuse de céder. Au Burkina Faso, alors que les chantiers classiques engloutissent des budgets lourds, une solution faite de pneus usagés annonce près de 40% d'économies sans dépendre d'aides extérieures incertaines. Pourquoi cette décision d'Ibrahim Traoré devrait-elle compter pour votre quotidien, même à distance? Parce qu'une infrastructure ordinaire peut devenir un levier de souveraineté concrète. Ce récit promet une chose simple, suivre des faits observables plutôt que des slogans. Le bénéfice pour le spectateur tient en une formule claire, comprendre comment une route change le pouvoir local. Ici, l'enjeu n'est pas seulement de relier deux points sur une carte. Il s'agit de réduire l'isolement saisonnier, de sécuriser l'accès aux soins, à l'école et au marché, et de reprendre la main sur des choix techniques souvent dictés de l'extérieur. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un héros inventeur, mais comme l'arbitre d'un risque assumé. Il mise sur une méthode rudimentaire, moins chère, plus locale, mais encore incertaine à grande échelle. Si le pari réussit, il ouvre une brèche durable. Plus de kilomètres praticables, moins de dépendance et une participation communautaire qui transforme un chantier en décision collective. S'il échoue, il renforce pour longtemps l'idée que seules les solutions importées sont fiables. La section test a traversé la saison des pluies sans se rompre. Un chiffre reconfigure la discussion. Près de 40% de réduction des coûts de construction par rapport aux méthodes classiques. Ce résultat n'a rien d'un miracle. Et c'est précisément ce qui le rend sérieux. Il s'agit d'une preuve limitée mais observable dans un pays où l'état des routes rurales conditionne la vie quotidienne. Pendant la saison des pluies, une piste qui cède n'est pas une simple gêne. Elle peut isoler un village, retarder une consultation, interrompre l'école ou rendre un marché inaccessible. Le problème central n'est donc pas uniquement technique, il est social, logistique et politique. C'est dans ce cadre contraint que la solution des pneus usagés apparaît. Le raisonnement semble direct. Transformer un déchet abondant en matériau utile, réduire les coûts et limiter la dépendance à des entreprises extérieures. Pourtant, la simplicité masque une équation fragile. Une route qui tient une saison ne suffit pas à faire modèle. Elle doit résister dans la durée, s'intégrer aux usages locaux et rester viable quand l'enthousiasme initial retombe. Ibrahim Traoré n'est pas décrit comme l'ingénieur d'une invention, mais comme le catalyseur d'un test national. Il accepte que l'idée soit jugée sur un terrain ingrat, la boue, le temps et la répétition des usages. À ce stade, le projet n'a pas encore gagné la bataille de la généralisation. Il a franchi une frontière plus rare, passer du discours à la preuve. Et ce basculement ouvre une question précise, qui ne concerne plus seulement une route, mais une méthode de décision publique. Tester vite, observer, corriger, puis étendre uniquement ce qui résiste au réel. Le récit quitte alors le niveau des annonces, pour suivre un acteur de terrain. Ce n'est ni un ministre, ni un expert international, mais un chef d'équipe locale chargé d'organiser la collecte et la préparation des pneus. Son rôle est discret, presque banal, et c'est précisément ce qui rend l'initiative lisible. Il doit convaincre les habitants de participer, coordonner des points de dépôt, puis synchroniser le rythme de la collecte avec celui du chantier. La route devient une chaîne d'action concrète et non une promesse abstraite. Autour de lui, les premiers effets apparaissent vite. Dans un village de l'Est, une vendeuse de produits agricoles décrit un changement qui ne tient pas à la quantité récoltée, mais à la régularité. Quand la piste reste praticable, elle peut planifier, transporter, vendre, sans perdre une journée entière à attendre que la boue sèche. La route n'augmente pas magiquement les revenus, mais elle réduit l'incertitude, et cela compte souvent davantage dans une économie fragile. Un agent de santé décrit un impact comparable. Avant, une route endommagée retardait les consultations et compliquait les urgences. Après, l'intérêt principal n'est pas la modernité de la chaussée, mais sa continuité au moment où tout lâche ailleurs. Ce détail reconnecte immédiatement la technique à l'essentiel. Accès, fiabilité, confiance. Dans cette logique, la décision d'Ibrahim Traoré prend une forme précise. Si les habitants collectent, transforment et participent à la pause, ils ne défendent plus un projet imposé. Ils défendent leur propre solution, avec ses limites et ses conditions de maintien. Et c'est là que se joue le premier basculement. Une route stable change des vies avant même les chiffres. Avant, les pistes cédaient dès les premières points de pluie. Après, une section test tient
et oblige à revoir l'évidence. C'est là que commence vraiment le projet soutenu par Ibrahim Traoré, non comme un slogan, mais comme une succession d'actes vérifiables. L'activation part d'un geste simple, transformer un déchet en ressource. Des pneus usagés, voués à l'abandon ou au brûlage, deviennent un matériau à organiser. Rien ne fonctionne sans méthode. Des points de dépôt sont identifiés, des circuits de récupération se dessinent, des équipes locales sont mobilisées. La collecte cesse d'être improvisée, elle devient un calendrier, elle impose un rythme, et très vite une réalité apparaît. Sans flux régulier, il n'y a pas de chantier. Sans chantier, il n'y a aucune preuve à défendre. Puis vient la phase visible. Les premiers mètres posés attirent mon attention, non parce qu'ils sont spectaculaires, mais parce qu'ils rompent avec l'habitude. Les méthodes classiques, coûteuses et dépendantes d'acteurs extérieurs servent de comparaison silencieuse. Ici, on travaille avec ce qui existe sur place. On apprend en faisant, on corrige en avançant. La construction devient un acte collectif, presque pédagogique. Chaque étape rappelle une règle simple. La simplicité n'est pas l'improvisation, c'est une discipline. Le chantier progresse et avec lui, la tension monte. La route n'est pas jugée sur une présentation, mais sur un avenir immédiat. La saison des pluies, elle arrive comme un examen sans appel, elle transforme l'hypothèse en test, là où des pistes traditionnelles se fissurent, s'effondrent ou disparaissent sous l'eau, la section en pneus traverse les intempéries sans dommage majeur. Ce moment change la nature du débat. L'idée cesse d'être rejetée par réflexe. Elle devient discutée, preuve en main. Le terrain impose son verdict provisoire. Ensuite, la montée en puissance s'ordonne autour d'un point, la comparaison économique. Le récit avance une réduction proche de 40% des coûts de construction. L'écart est assez grand pour forcer même les sceptiques à regarder les chiffres avant les habitudes. Une seconde donnée apparaît, environ 30% de baisse des coûts d'entretien. Dans un contexte où la maintenance est souvent le maillon faible, ce basculement modifie la logique de long terme. Et un troisième repère donne une échelle concrète. Près de 10 000 pneus recyclés par kilomètre. Soudain, l'infrastructure touche aussi l'environnement. Le déchet encombrant devient ressource utile. Mais toute accélération déclenche des contre-mouvements. Des entreprises de construction voient leur position fragilisée. Les critiques se durcissent. On parle de durabilité, on parle de sécurité, on évoque des normes, des certifications, des responsabilités en cas d'échec. Le projet quitte alors le simple chantier rural. Il entre dans un espace plus conflictuel où intérêts économiques et crédibilité technique s'affrontent. La route devient un enjeu. C'est ici que la posture d'Ibrahim Traoré se précise. Il ne cherche pas à sanctifier la méthode, il cherche à verrouiller une chose, que le débat passe par la preuve et non par le réflexe. Tester vite, observer, corriger, étendre uniquement ce qui résiste au réel. Cette séquence, plus que le matériau lui-même, donne au projet sa portée. Les routes rurales classiques absorbent des budgets élevés pour une durabilité souvent limitée. Avec l'usage de pneus recyclés, le récit décrit un basculement mesurable, près de 40% de réduction des coûts de construction, assez pour changer la manière de décider. Ce premier chiffre ne vaut pas seulement comme économie, il reconfigure un arbitrage public. À enveloppe identique, davantage de kilomètres peuvent devenir praticables, sans attendre des financements extérieurs incertains. Il ne s'agit pas d'un détail comptable, mais d'une capacité, relier plus de villages, plus vite, dans un pays où la saison des pluies agit comme une frontière sociale. La comparaison devient alors plus intéressante que la promesse. Une méthode classique n'est plus seulement une référence technique, elle devient une référence budgétaire, donc politique. Et c'est précisément là que la démarche gagne en force. Elle oblige à mettre en balance ce que coûte un modèle importé et ce que permet une option locale, même imparfaite. Le récit ajoute un second indicateur, environ 30% de baisse des coûts d'entretien. Cela signifie moins d'argent consommé par les réparations répétées. Dans l'infrastructure rurale, ce point est décisif, car la construction initiale est souvent la partie visible, mais l'entretien est la partie qui tue les projets. Quand une piste se dégrade après quelques mois, on ne perd pas seulement une chaussée, on perd la confiance, l'accès et la continuité des échanges.
Une baisse de maintenance suggère donc une autre logique. Au lieu de reconstruire après chaque saison, on maintient avant l'effondrement. Et cela change la temporalité du service public. Kiaos n'est plus une réponse tardive à une crise. C'est une organisation régulière qui empêche la crise de devenir permanente. Enfin, un troisième repère donne l'échelle matérielle. Près de 10 000 pneus recyclés par kilomètre. Cela transforme un déchet encombrant en ressource utile. Ce volume n'est pas anecdotique. Il rend visible l'effet environnemental et la contrainte logistique en même temps. Une route n'existe pas seulement parce qu'un matériau est disponible, elle existe parce qu'un flux est organisé, trié, préparé et livré. Le chiffre raconte donc deux choses. L'ampleur du recyclage et la nécessité d'une chaîne stable. Sans collecte régulière, la méthode s'effondre, non par faiblesse technique, mais par rupture d'approvisionnement. Donc c'est là que la dimension communautaire devient centrale. L'innovation dépend autant de la mobilisation que du matériau. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré met en avant les données comme des repères, pas comme des slogans. Les chiffres servent à tester la méthode, pas à la sanctifier. Il déplace la discussion vers un terrain plus strict, comparer des performances observées à des pratiques dominantes, puis décider en fonction des usages visés. Les routes concernées ne sont pas des autoroutes. Ce sont des axes où la priorité est la continuité d'accès pendant la saison des pluies. Le critère n'est pas la vitesse, mais la praticabilité quand tout lâche ailleurs. À ce stade, la preuve reste partielle, mais cohérente. Économie sur la construction, baisse des coûts d'entretien, recyclage massif. L'ensemble dessine une option difficile à écarter sans examen sérieux. Mais la question essentielle demeure ouverte et elle est plus exigeante que l'enthousiasme. Cette équation tient-elle au-delà du pilote, quand la répétition, le temps et les usages multiplient les contraintes? Les opposants au projet avancent d'abord un argument technique solide. Une route conçue à partir de pneus recyclés peut fonctionner sur un tronçon pilote, disent-ils, mais elle ne prouve pas encore sa durabilité sous un trafic plus dense, ni sous des épisodes climatiques extrêmes répétés. La résistance observée pendant une saison des pluies est un signal, pas une garantie. Il rappelle qu'une dégradation lente, invisible au départ, peut apparaître au bout de plusieurs cycles. Tassement, déformation, affaiblissement de la structure, puis perte de confiance. Dans cette lecture, généraliser trop vite serait confondre une réussite locale avec une solution d'État. Un second argument porte sur la sécurité et la normalisation. Les critiques soulignent que les méthodes traditionnelles s'appuient sur des normes internationales éprouvées, alors que cette approche reste marginale et peu certifiée. Sans cadre réglementaire clair, ni validation indépendante à long terme, ils estiment que l'État s'expose à des risques juridiques et financiers. Si un accident survient, si un tronçon échoue, la responsabilité devient un champ de bataille. Qui a validé? Sur quelle base? Avec quelle garantie? Cette prudence n'est pas un rejet idéologique. C'est un réflexe institutionnel, protéger la crédibilité technique de la politique publique. Ces réserves ne sont pas infondées. Et le DL rappelle que toute innovation d'infrastructure doit certainement juger sur la durée, pas sur l'enthousiasme initial. Mais la réponse des défenseurs du projet repose sur un contrepoint précis, lié à l'usage. Les axes concernés ne visent donc pas des autoroutes à trafic intensif. Ils visent donc des routes rurales où la priorité est la continuité d'accès pendant la saison des pluies. Le critère dominant n'est pas la vitesse ni le volume, mais la praticabilité quand les pistes classiques cèdent. Dans ce cadre, une économie proche de 40% sur la construction et d'environ 30% sur l'entretien n'est pas seulement attractive. Elle crée une marge pour multiplier les connexions utiles sans attendre des financements extérieurs incertains. Ibrahim Traoré n'ignore pas les limites, il les intègre au raisonnement. La méthode n'est pas présentée comme universelle, mais comme adaptée à des besoins ciblés à condition que la chaîne complète tienne. Collecte régulière, préparation rigoureuse, pause maîtrisée, entretien rapide et mesures transparentes. Le débat se déplace alors d'une opposition binaire vers une question opérationnelle. Pour quels usages précis cette solution est-elle pertinente et quelles garanties minimales faut-il construire pour qu'elle soit reproductible sans fragiliser la sécurité? À un moment précis,
L'initiative cesse d'être l'histoire d'un tronçon pilote, elle devient d'un signal stratégique. Ce qui était observé à l'échelle d'un village commence à être lu comme une option reproductible, sous condition, dans d'autres zones rurales confrontées aux mêmes contraintes. La discussion ne porte plus seulement sur la solidité d'une route, mais sur la capacité d'un État à orienter ses choix techniques sans se limiter aux modèles importés. Ce déplacement du regard modifie la position d'Ibrahim Traoré. Il n'est plus uniquement celui qui autorise une expérimentation audacieuse. Il devient l'acteur qui assume publiquement un changement de logique, privilégier l'adaptation locale plutôt que l'alignement systématique. Cette posture reste pragmatique, elle s'appuie sur des résultats partiels mais observables et accepte que l'évaluation continue fasse partie du processus. La révélation tient dans ce glissement discret. L'innovation ne réside pas seulement dans l'usage de pneus recyclés. Elle réside dans une manière de décider, tester vite, observer, corriger, puis étendre uniquement ce qui résiste au réel. Cette méthode rompt avec les grands projets figés, conçus loin du terrain et fragilisés dès la première saison des pluies. À partir de là, la question centrale change. Il ne s'agit plus de savoir si la route est atypique, il s'agit de savoir si cette manière de construire peut devenir une règle d'action durable, suffisamment robuste pour survivre aux intérêts, aux normes et au temps. Du côté des institutions nationales, l'enjeu est d'abord budgétaire et stratégique. Une baisse proche de 40% des coûts de construction change la manière d'arbitrer les priorités. À ressources constantes, davantage d'axes ruraux peuvent être rendus praticables sans attendre des financements extérieurs incertains. Cette marge de manœuvre n'est pas un gain abstrait. Et elle élargit la capacité de décision publique et réduit la dépendance à des calendriers imposés par d'autres. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré ne cherche pas à opposer une solution locale à des standards internationaux, mais à inscrire une option crédible dans un portefeuille de choix. Le signal est discret, mais structurant, l'État retrouve de la latitude là où jusque-là, la contrainte budgétaire dictait presque tout. Du côté des acteurs économiques locaux, notamment les petits commerçants et producteurs agricoles, la conséquence est plus immédiate. Une route praticable pendant la saison des pluies ne promet pas une hausse soudaine des revenus, mais elle réduit l'incertitude qui étouffe les décisions quotidiennes. Pouvoir rejoindre un marché sans attendre des jours entiers que la piste sèche change la planification, la régularité des échanges et la gestion des stocks. Cette stabilité améliore la capacité à honorer des rendez-vous, à livrer au bon moment et à limiter les pertes liées au retard. Autrement dit, l'infrastructure n'augmente pas mécaniquement la production, elle augmente la fiabilité, et la fiabilité est un capital invisible dans des économies rurales fragiles. Du côté des populations, l'effet se mesure en continuité d'accès. Accès à l'école, aux soins, aux services administratifs, mais aussi à une forme de normalité que la saison des pluies suspend souvent. Quand une route tient au moment où les autres cèdent, elle transforme des gestes ordinaires en routines possibles. Consulter sans parier sur la météo, aller en classe sans intermittence, rejoindre un centre de santé sans détour. Ce gain de temps et de prévisibilité nourrit un sentiment rarement comptabilisé, la confiance. Les habitants n'adaptent plus leur vie à l'état de la piste, ils intègrent la route comme une constante. Et lorsqu'ils participent à la collecte et à la pause, la relation change encore. Ils comprennent la logique, ils connaissent les limites, ils savent ce qu'il faut pour maintenir. Le projet devient un bien collectif, pas un objet lointain. Du côté des observateurs extérieurs, enfin, l'initiative agit comme un révélateur. Elle interroge la manière dont l'innovation est définie dans des contextes de contraintes fortes. Ici, pas de haute technologie, pas d'importation massive, mais une réorganisation des ressources disponibles. Le chiffre de près de 10 000 pneus recyclés par kilomètre attire l'attention sur une convergence rare entre infrastructure, environnement et organisation locale. Le récit évoque aussi une participation majoritairement issue des communautés concernées, ce qui déplace le regard vers l'emploi, la montée en compétences et la capacité à reproduire la méthode. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré incarne moins une prouesse technique qu'une décision qui change la règle du jeu. Tester, mesurer, ajuster,
puis défendre ce qui fonctionne. Ces conséquences ne constituent pas une victoire définitive. Elles dessinent un champ de possibles, et elles obligent à poser la question la plus exigeante. La route est-elle un symbole isolé ou le début d'une capacité durable à décider, maintenir et adapter au plus près du terrain? À 6 à 12 mois, Entre l'initiative peut suivre 3 trajectoires distinctes, sans qu'il soit nécessaire d'en prédire la probabilité. Ce qui compte, c'est de comprendre les conditions qui font basculer le projet d'un pilote convaincant vers une capacité durable ou vers un arrêt prudent. Dans une trajectoire de consolidation progressive, la méthode se stabilise et s'étend par grappes dans les zones où la praticabilité pendant la saison des pluies est le besoin principal. L'objectif n'est pas de remplacer toutes les techniques, mais de sécuriser des axes ruraux essentiels. Accès au marché, aux écoles, aux centres de santé. Dans cette approche, l'effort se déplace vers des règles de qualité simples, des routines de maintenance et surtout une organisation fiable de la collecte. La logique est patiente, accumuler des preuves fonctionnelles, à saison après saison. Ibrahim Traoré gagne du temps de la manière la plus crédible, en laissant parler la répétition plutôt que l'annonce. Dans une trajectoire d'accélération maîtrisée, l'adhésion locale se renforce, les centres de collecte se multiplient et la formation s'élargit, ce qui rend la chaîne plus robuste. Les économies sur la construction et l'entretien libèrent une marge pour d'autres priorités publiques et l'initiative attire l'attention comme modèle de développement pragmatique. La méthode commence alors à circuler comme référence, non parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle est reproductible. Dans ce cas, l'enjeu devient moins technique que politique. Protéger la démarche des récupérations, maintenir la transparence des mesures, et éviter que l'élan ne pousse à généraliser au-delà des usages pour lesquels la méthode est pertinente. Enfin, une trajectoire de fragilité logistique et de résistance accrue verrait les critiques techniques et réglementaires s'intensifier. Des difficultés apparaîtraient, flux de pneus irréguliers, coordination fragile, accès limité à certaines zones, variations saisonnières mal absorbées. Une défaillance visible suffirait à fissurer la confiance. Le projet se figerait à l'échelle de quelques régions, perdrait sa capacité d'entraînement et redeviendrait un cas isolé. La méthode ne serait pas forcément disqualifiée, mais elle deviendrait politiquement coûteuse à défendre. Quelle que soit la trajectoire, une recommandation s'impose. Jugez la méthode sur la chaîne complète, pas sur un seul maillon. Si la collecte, la transformation, la pose et l'entretien restent alignés, la promesse tient. Si un seul maillon cède, l'ensemble du modèle est remis en question. Et c'est là que la question décisive revient, plus nette que jamais, la preuve peut-elle survivre au temps, aux intérêts et à la répétition ? À ce stade, l'enjeu cesse d'être purement institutionnel pour devenir personnel, presque intime. Le projet ne demande pas aux spectateurs d'évaluer une technologie, mais de reconnaître des effets concrets qui résonnent avec des situations ordinaires, l'attente, l'incertitude, la dépendance à la météo et la fatigue de devoir réorganiser sa vie autour d'une route qui lâche. Quand une piste reste praticable pendant la saison des pluies, la première conséquence est le temps. Moins d'heures perdues, moins de trajets annulés, moins de décisions suspendues à la boue. Pour une famille, cela signifie pouvoir planifier une consultation médicale sans parier sur l'état du chemin. Pour un élève, rejoindre l'école avec régularité au lieu d'alterner présence et absence. Pour un petit commerçant, transporter une production au moment opportun plutôt que d'attendre une fenêtre incertaine. Aucun de ces changements n'est spectaculaire isolément, mais ensemble, ils transforment la manière de vivre un territoire. On cesse de subir le hasard comme une règle. Un autre effet, plus discret, concerne la confiance. Lorsque les habitants participent à la collecte et à la mise en place, ils comprennent la logique du projet. La route n'est plus un objet extérieur dont on subit l'état, elle devient un bien collectif dont on connaît les limites et les conditions de maintien. Car ce passage d'une dépendance passive à une implication active modifie la relation au développement. On ne reçoit plus seulement une infrastructure, on apprend à la tenir. Et c'est ici que le récit touche un point universel. Dans beaucoup de pays, l'écart entre décision publique et gestes quotidiens est immense. Ici,
il se réduit. Une solution imparfaite mais fonctionnelle relie une politique à une routine. Le spectateur n'est pas invité à admirer une innovation. Il est invité à observer ce qu'elle permet quand elle fonctionne là où tout échouait auparavant, rendre la vie plus prévisible et donc plus libre. Pour que l'initiative dépasse le stade du pilote et s'inscrive dans la durée, un principe s'impose: transformer une réussite ponctuelle en système reproductible. Cela exige une chaîne complète, avec des responsabilités claires, un calendrier réaliste et des mesures simples qui rendent la performance vérifiable. Dans cette logique, Ibrahim Traoré met en avant une méthode plus qu'un symbole, décidée par étapes, corrigée par observation et étendre uniquement ce qui tient dans le temps. D'abord, il faut stabiliser la collecte. Les collectivités locales identifient des points de dépôt, sécurisent des circuits de récupération et fixent un rythme hebdomadaire adapté au volume. Le critère de suivi est direct, continuité du flux et absence de rupture pendant la saison des pluies. Si la collecte s'interrompt, la méthode s'interrompt. Ensuite, il faut standardiser la préparation. Des équipes formées trient, nettoient et préparent les pneus selon un protocole reproductible afin d'éviter l'improvisation. La mesure est simple: contrôle de qualité sur des lots, traçabilité minimale et cohérence des matériaux utilisés d'un chantier à l'autre. Cette étape protège la crédibilité technique face aux critiques. Puis, il faut cibler les usages. Les autorités choisissent des axes ruraux où la priorité c'est la praticabilité, pas le trafic intensif. L'objectif est d'éviter la surpromesse. La mesure devient l'indicateur le plus parlant. Continuité d'accès pendant la saison des pluies comparée aux pistes classiques. En parallèle, il faut mettre en place l'entretien rapide. Des routines communautaires identifient les dégradations et interviennent avant qu'elles ne s'aggravent. Le suivi repose sur le temps de réponse, réparer vite avec des ressources locales pour éviter l'effondrement du service. Enfin, il faut rendre les résultats publics. Coûts, maintenance, participation locale et durabilité doivent être suivis de façon transparente. Ibrahim Traoré gagne ici une protection politique. Quand les données sont visibles, le débat se fait sur la preuve plutôt que sur le réflexe. Le récit revient à ce qui semblait secondaire au départ. Une route, un village, un trajet rendu possible quand tout autour se dégrade. Et il revient surtout au visage discret qui a tenu la chaîne, le chef d'équipe locale, celui qui a organisé les dépôts, convaincu les habitants et synchronisé la collecte avec le chantier. Son travail n'avait rien d'héroïque. Il était répétitif, précis, parfois ingrat. Mais c'est lui qui a transformé une idée en continuité. On repense aussi à la vendeuse du marché, à cette différence qui ne se voit pas sur une photo, la régularité. Une piste praticable ne change pas la récolte. Elle change la possibilité de vendre au bon moment, sans attendre que la boue décide. Ce sont ces détails, et non les slogans, qui donnent au projet sa portée. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré n'apparaît ni comme un visionnaire isolé, ni comme un gestionnaire froid. Il incarne un choix assumé, accepter l'incertitude d'une solution locale plutôt que la certitude coûteuse de modèles importés. Ce choix n'efface pas les risques, il les rend visibles, discutables, ajustables. Quand une route tient, la promesse devient crédible. Cette histoire ne demande ni adhésion immédiate, ni verdict définitif. Elle invite à un déplacement du regard. Observer comment une solution locale, imparfaite mais fonctionnelle, peut réorganiser des priorités longtemps considérées comme figées. La route en pneus recyclés n'impose pas un modèle. Elle propose une expérience lisible, critiquable, améliorable. À travers ce projet, une question plus large s'installe. Comment juge-t-on une initiative publique par son élégance technique, par son alignement sur des standards internationaux ou par sa capacité à résoudre un problème concret là où il se pose réellement ? Le cas du Burkina Faso suggère que ces critères entrent parfois en tension et que le choix n'est jamais neutre. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas d'applaudir ou de rejeter. Il est d'apprendre à distinguer une réussite symbolique d'une réussite durable. Une route qui tient une saison est un signal. Une méthode qui se répète, se transmet et se corrige devient une possibilité. Alors, la discussion reste ouverte. Ce type d'approche peut-il transformer durablement des trajectoires de développement ou restera-t-il cantonné à des contextes
spécifique. Et si vous deviez juger ce projet, quels critères placeriez-vous en premier ? La norme, le coût ou l'accès réel ?